mon domaine et que donc si c'est moi qui en parle, c'est parce que le service de lutte contre la pauvreté, qui est interfédéral, j'insiste, au nom duquel je vais parler, se situe en fait au sein du Centre pour l'égalité des chances, au nom duquel ma collègue devait parler du racisme. Et donc elle était très ennuyée de ne pas pouvoir venir. Elle m'a fait parvenir son texte un quart d'heure environ avant que je ne parte. Et donc j'ai lu en diagonale et je ne peux que vous annoncer de quoi elle allait parler, si vous voulez. Je ne peux pas faire grand chose de plus, mais je vais faire ça par amitié pour elle, et puis parce que le sujet est important aussi. Donc elle avait intitulé son intervention « Les femmes, le racisme et les discriminations ». Elle voulait d'abord rappeler de qui elle voulait parler, qui sont les femmes immigrées d'origine étrangère, et les distinguer en 3 catégories, si on peut parler comme ça, tout en insistant beaucoup sur la grande diversité des femmes concernées. Elle voulait évoquer un premier groupe de femmes, ce sont les femmes de la première génération qui sont arrivées en Belgique en 60-70 et qui sont venues rejoindre très souvent leur mari. Puis il y a eu la deuxième et troisième génération des femmes qui sont nées dans le pays d'accueil, qui ont souvent la double nationalité et qui petit à petit ont voulu s'émanciper des liens traditionnels avec la famille et qui vivaient en permanence des conflits de loyauté finalement entre leur nouvelle terre d'accueil et toutes leurs attaches au pays d'origine et à leur culture d'origine. Et enfin, un troisième groupe, ce sont des femmes qui arrivent ici, des femmes seules, qui fuient leur pays où elles se sentent comme femmes opprimées et qui ont un grand désir d'émancipation et qui pensent qu'en quittant leur pays, elles pourront mieux répondre à cette aspiration d'émancipation. Et ce sont donc des femmes qui cumulent souvent ici les discriminations. Dans le deuxième point, elle évoquait quelques difficultés rencontrées donc, par les femmes d'origine étrangère ici. Elle voulait parler de la discrimination à l'embauche. Elle voulait aussi parler du fait, une fois que ces femmes ont eu accès à l'emploi, donc elles ont dépassé les discriminations à l'embauche, elles étaient encore victimes de nombreux préjugés et rencontraient encore de nombreux obstacles à la mobilité ascendante. En d'autres termes, elles avaient beaucoup de mal à évoluer vers le haut et à faire carrière, même une fois qu'elles avaient accédé à l'emploi. Et enfin, une troisième difficulté rencontrée que Fatima Amine voulait évoquer, c'est la non-reconnaissance des potentialités, plus particulièrement des qualifications des femmes qui sont d'origine étrangère. Et là, elle visait surtout la troisième catégorie, ces femmes seules qui viennent ici, souvent diplômées, mais qui ne trouvent pas d'emploi en correspondance avec leurs qualifications et leurs aspirations. Voilà. Alors, évidemment, il y a des liens entre, quand même, je dis que j'y connais rien dans sa matière technique, juridique, et c'est vrai, mais il y a quand même évidemment beaucoup de liens aussi entre le racisme et la condition socio-économique. Et Fatima m'a demandé d'insister sur le fait qu'elle trouve que quand on parle de toutes ces questions de racisme, trop souvent le focus est placé sur des aspects liés à la religion. On a parlé du foulard, mais aussi les mariages forcés, les crimes d'honneur, etc. Et elle trouve que c'est un angle d'attaque beaucoup trop étriqué et elle pense que c'est souvent la pauvreté, la condition socio-économique qui est le principal problème. Et elle voulait aussi attirer votre attention, je pense que vous le savez aussi, sur la situation des femmes qui sont aujourd'hui très âgées et qui n'ont pas toujours eu droit à tous les droits sociaux et qui ont des toutes petites pensions, qui sont parfois veuves ici, après qu'elles aient rejoint leur mari en 60-70 ans. Et donc ces femmes-là, c'est très difficile ici. Voilà, j'ai essayé de résumer de mon mieux un texte que j'ai découvert à peu près en même temps que vous, et je suis encore désolée pour Fatima, c'est la lutte contre la pauvreté, un service interfédéral, ça veut dire à la fois fédéral, régional et communautaire. Et c'est très important, puisque la pauvreté touche à tous les domaines de la vie, et donc il est très important qu'il y ait une structure en Belgique qui puisse, malgré le découpage des compétences, aborder toutes les questions à la fois. Alors la caractéristique du service de lutte contre la pauvreté, c'est qu'il doit mener un dialogue permanent avec les acteurs impliqués dans la lutte contre la pauvreté, y compris des personnes qui sont dans la pauvreté. Alors on ne va pas aller les chercher dans la rue naturellement, mais on travaille via leurs associations qui sont très nombreuses en Belgique, heureusement. Et donc il y a les associations bien sûr où ces personnes se rassemblent, il y a les CPS, les services de première ligne, les services publics de première ligne dans la lutte contre la pauvreté, il y a des tas de professions aussi qui sont impliquées dans la lutte contre la pauvreté, il y a les enseignants, il y a le personnel médical, les médecins, les infirmières, etc. Enfin, dans tous les domaines, la justice, il y a des personnes impliquées dans la lutte contre la pauvreté. Nous sommes
sommes chargés d'essayer de les réunir et de croiser leurs différentes positions sur des questions, soit que des responsables politiques nous demandent de traiter, soit qu'on reçoit des signaux du terrain, on se dit là il y a vraiment quelque chose qui ne marche pas, est-ce que vous ne voulez pas mener une réflexion là-dessus? Et tous les 2 ans, nous devons remettre alors à partir de ces travaux, ces connaissances croisées, un rapport à tous les gouvernements du pays. Et alors là, évidemment, c'est la suite qui est donnée qui est importante. Hein. On essaie que ces rapports soient débattus dans les parlements, qu'ils soient transmis à des commissions consultatives comme le Conseil central du travail, le Conseil national de l'économie, etc., tant au fédéral que dans les régions et les communes. Voilà en gros notre travail. Alors j'ai intitulé ma brève introduction au débat « Que m'est-il permis d'espérer ?» Et donc, je rejoins ce que disait Isabelle Durand à côté de moi, puisque je me suis dit, au fond, on me demande une parole de femme. Donc, j'ai compris ma parole, je n'ai pas fait une étude sur comment les femmes luttent contre la pauvreté. Et instinctivement, j'ai choisi de m'intéresser au parcours de vie des personnes, plutôt que d'avoir une vision statique. J'aurais pu commencer mon exposé en disant, en Belgique, il y a près de 15% de personnes pauvres qui vivent sous le seuil de pauvreté, etc. Mais je me suis dit, non, comme femme, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir le parcours de vie. Et comme ça a peut-être été dit là dans l'intervention d'introduction, j'ai d'abord travaillé sur le terrain. Et j'ai travaillé avec des enfants dans les rues. Et aujourd'hui, il m'arrive de rencontrer ces enfants devenus adultes. Et c'est ça aussi qui m'interpelle énormément. Il y a un enfant qui avait moins de 10 ans quand je l'ai connu, il y a 30 ans dans la rue, et aujourd'hui je le croise parfois à la recherche d'un abri, parce qu'il est sans abri. Je pense à un autre jeune homme que je vois encore régulièrement, et lui, il est devenu père lui-même, père de 2 petites filles. Son aîné, qui a à peu près 8 ans maintenant, a été placé en institution d'aide à la jeunesse peu après la naissance, et la deuxième, elle a même été placée avant la naissance. Donc ce sont des personnes qui vraiment souffrent beaucoup, pas de logement, pas de droit à la protection de la vie familiale, des parcours extrêmement difficiles. Et je trouve que ça pose question, parce que moi évidemment j'ai ces images d'enfants, et quand je vois la trajectoire, je trouve que c'est vraiment une injustice très très forte. Ces enfants qui vivaient dans la pauvreté, ils n'ont pas pu évoluer vers mieux. Ils sont en train de reproduire tout ce qu'ils vivaient, et je pense qu'il s'agit là d'une injustice auquel les femmes, mais je pense aussi les hommes, sont très sensibles. Et donc, évidemment, il y a aussi des trajectoires plus heureuses, mais il y en a quand même beaucoup aussi qui n'évoluent pas. Et donc, cette approche qui intègre un élément de temps, hein, qui intègre la temporalité, m'amène à évoquer avec vous la pauvreté en termes d'inégalité, de succession d'inégalités. C'est là qu'il y a une grave injustice. Ces enfants qui sont nés dans un milieu socio-économique défavorisé sont très pris dans un cercle vicieux, ça tourne, et les inégalités s'ajoutent, s'ajoutent, s'ajoutent. Et les premières inégalités commencent très très tôt dans la vie et même avant la naissance. Et là, je faisais part des inégalités de santé. Des études montrent clairement que des indicateurs objectifs de santé, comme prématurité, petit poids à la naissance, etc., sont très sensibles aux conditions de vie. L'écart sur le plan de la mortalité périnatale entre les classes sociales les plus pauvres et les plus aisées continue à croître en Belgique. Les inégalités continuent aussi de se manifester tout au long du développement des enfants. Et les conséquences fonctionnelles d'une maladie ou d'un handicap sont beaucoup plus fortes dans les milieux pauvres que dans les milieux aisés. À cela, évidemment, s'ajoute l'inégalité dans l'accès aux soins, malgré, et je veux le souligner quand même, un système de soins particulièrement de qualité et qui couvre quand même beaucoup de monde en Belgique, même s'il y en a encore qui ont des difficultés. D'ailleurs, ces difficultés d'accès aux soins ne sont pas uniquement dues à des problèmes financiers, mais surtout à des problèmes d'ordre culturel. Un faible niveau d'instruction, un manque de connaissances relatives au schéma corporel, à la santé, à la maladie, à la mauvaise maîtrise de la langue, aux conditions de vie, au poids d'autres problèmes quotidiens dans la vie qui fait qu'on reporte la visite chez le médecin ou une consultation quelconque. Donc, il n'y a aucune diminution des importantes inégalités sur le plan de la santé entre les divers groupes socio-économiques en Belgique aujourd'hui. Et au contraire, les dernières études montrent que les inégalités ont plutôt tendance à augmenter. C'est ainsi que les inégalités d'espérance de vie croissent et les inégalités en termes d'espérance de vie en bonne santé croissent aussi. Et la nuance est importante parce qu'il ne suffit pas de vivre longtemps, il faut encore vivre longtemps le mieux possible. Je vous donne un seul chiffre parce que je ne vais pas vous assommer de chiffres, hein, ils sont tous disponibles sur notre site www.luttepauvreté.be. Et je vous donne un chiffre, une femme qui n'a suivi aucun enseignement en 2004
peut s'attendre à vivre 18 ans de moins en bonne santé qu'une femme avec un haut niveau d'instruction. Donc 18 ans en termes d'espérance de vie dans un même pays, c'est énorme. Et en 1997, cette différence qui est de 18 ans en 2004, ce sont des chiffres les plus récents malheureusement, elle n'atteignait que 11,5 années. Donc ça va vraiment croissant les inégalités de santé qui déterminent beaucoup de choses. Alors après le mauvais départ dans la vie qui suit tout au long de son développement l'enfant, il y a le parcours scolaire. Et vous savez que les difficultés pour les enfants de milieux socio-économiques défavorisés commencent souvent dès l'enseignement fondamental, déjà en maternelle. Vous savez qu'il y a des petits-enfants qui doublent leur maternelle, et puis en primaire. Depuis près d'un siècle à peu près en Belgique, l'école s'est fort démocratisée et a nourri beaucoup d'espoir, et ça a fonctionné, mais aujourd'hui on a vraiment l'impression que l'ascenseur social qu'est l'école ne joue plus pleinement ce rôle. Et dans l'enseignement technique et professionnel, par exemple, des filières qui aujourd'hui en Belgique sont malheureusement moins reconnues et donnent moins de véritables débouchés, les élèves issus de familles pauvres sont beaucoup plus nombreux que les élèves de milieux plus aisés. Ça a évidemment un impact sur ces élèves, ils se sentent moins que les autres, ils décrochent finalement, ils sont de plus en plus absents de l'école, et donc ça mène pas loin. Le niveau d'instruction des personnes qui vivent dans une situation extrême de pauvreté, et je pense ici aux sans-abri, est révélateur aussi. À la demande de notre service, on a fait une enquête dont les résultats ont été publiés tout dernièrement, et pour la première fois donc, on s'est intéressé aux conditions de vie, on a essayé de mesurer les conditions de vie des personnes sans-abri. Parce que vous savez que dans les grandes enquêtes sur lesquelles on base alors le chiffre du taux de pauvreté, des personnes comme les sans-abri ne sont pas reprises dans l'échantillonnage, puisque celui-ci se base sur le registre de la population et que souvent les catégories les plus pauvres d'une population ne sont pas inscrites au registre de la population. Là, on pense aux personnes en séjour irrégulier, les personnes sans abri, il y a aussi d'autres catégories qui ne sont pas, comme les personnes qui vivent dans une communauté, les couvents, etc. Enfin, on estime à 200-300 000 personnes qui sont absentes du registre de la population. On n'a pas fait un échantillonnage sur les 200-300 000 personnes, évidemment. On s'est intéressé uniquement aux personnes sans abri. Et on a vu qu'environ 25% des hommes et 31% des femmes n'ont pas de diplôme ou seulement un diplôme de l'enseignement primaire. Et 45% des hommes ont un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur, et c'est le cas pour 39% des femmes. Or, vous savez, je ne vous apprends rien que dans notre société, c'est une société de la connaissance, le niveau d'instruction détermine de plus en plus la position sociale de quelqu'un. Les personnes peu instruites courent un risque de pauvreté bien plus élevé que celles qui sont instruites. Je viens de le montrer par l'exemple des personnes sans abri. Les personnes qui n'ont pas de diplôme ou un diplôme de faible niveau éprouvent très souvent de grosses difficultés pour s'intégrer dans le marché de l'emploi. Les services d'accompagnement des chômeurs passent énormément de temps à essayer de remonter les pentes des vallées tout au long de la scolarité, notamment par une orientation erronée. Aux inégalités de santé, aux inégalités d'éducation, aux inégalités d'accès au marché de l'emploi s'ajoutent les inégalités liées à la qualité de l'emploi. Le nombre de travailleurs pauvres en Belgique augmente. Alors qu'il y a quelques années encore, on ne parle pas de travailleurs pauvres, on parlait de working poor, sans dire que c'était encore cantonné ce phénomène aux États-Unis et que le mot en français n'existait même pas. Maintenant, on commence à en parler parce qu'effectivement, ça devient malheureusement une réalité et qui augmente. En 2006, le pourcentage de travailleurs pauvres s'élevait à 4,2% en Belgique. Il est passé à 4,8% en 2008. En chiffre absolu, il s'agit d'une augmentation de 180 000 à 200 000 personnes. Et qu'est-ce que ça veut dire un travailleur pauvre? Ça veut dire une personne qui travaille, mais qui n'arrive pas à améliorer ses conditions de vie avec ça, qui n'arrive pas à mener une vie familiale correcte, à pouvoir payer tout ce qu'il faut pour l'avenir des enfants, etc. Donc il ne vit pas vraiment de son travail et qui souvent reçoit d'ailleurs une aide en plus. Il est à la fois travailleur et à la fois aidé, assisté. Et donc ça veut dire que l'emploi offre moins de protection contre la pauvreté qu'auparavant. Et ça c'est très grave aussi, parce que ça ne touche pas seulement les personnes dont je vous ai parlé, qui naissent déjà dans la pauvreté, pour qui il sera plus difficile d'en sortir, mais ça touche aussi des personnes qui sont aujourd'hui plus fragilisées et qui vont rejoindre, si on ne fait rien, ces personnes qui sont dans la pauvreté depuis plus longtemps, qui vont elles-mêmes avoir énormément de difficultés pour en sortir. L'évolution vers le bas des conditions de travail aggrave évidemment surtout la condition de ceux qui ont déjà peu de possibilités d'emploi.
Souvent, ils entrent alors dans un cercle vicieux d'emploi faiblement rémunéré, avec des contrats à court terme ou à temps partiel. Ils alternent des périodes de chômage, avec un statut de chômeur ou ayant droit aux revenus d'intégration. Et petit à petit, quand il s'agit de jeunes qui suivent ce parcours, ils se font à l'idée qu'ils ne sont pas utiles à la société. Et ça, évidemment, ça vient crever d'autant plus leur recherche d'emploi, déjà très difficile, vu leur manque de qualification, leur manque d'estime d'eux-mêmes. Ensuite, ces personnes ne sont pas en mesure de constituer des droits complets à la sécurité sociale avec un tel parcours. Les revenus médiocres et fragmentés qu'ils perçoivent par le biais de cet emploi entraînent aussi des conséquences négatives dans d'autres domaines de la vie. Vous avez déjà remarqué, si vous avez cherché à louer un appartement ou une maison, que très souvent, le bailleur, il demande vos sources, d'où vous tenez vos revenus, quelles sont vos sources de revenus. Et quand on répond qu'on est en intérim, ou que pour le moment on est au chômage, mais qu'on a un emploi avant, on espère bien encore en avoir après, on n'est pas le candidat locataire rêvé, évidemment, pour assurer le paiement régulier du loyer. Et donc ça a des conséquences aussi sur d'autres domaines de la vie. Évidemment aussi, quand on a un revenu irrégulier, il n'est pas simple de pouvoir toujours honorer toutes ces factures. Et parfois, alors, on est obligé de choisir entre payer les frais scolaires, ou payer les frais de santé, ou payer d'autres choses tout aussi importantes les unes que les autres. En évoquant les inégalités face aux conditions de travail, je voudrais faire référence ici très brièvement à un nouveau concept que Robert Castel, que vous connaissez sans doute, un philosophe et un sociologue français, a inventé, c'est le précariat. Et lui, il explique bien que donc, durant des dizaines d'années, les ouvriers se sont battus pour avoir un emploi correct, et c'est-à-dire notamment assorti d'une protection sociale forte. Parce que le taux de pauvreté en Belgique, même pendant la crise, si on a pu le maintenir, c'est grâce à un système de protection sociale quand même performant, même si on trouve des trous. Et donc ça, c'est le salariat. C'est ce qu'a fait le salariat, c'est ce combat des ouvriers, un emploi plus une protection sociale. Et aujourd'hui, il dit c'est ça qui est en train de changer. C'est le salariat qui est en train de disparaître au profit, mais dans le mauvais sens du terme, du précariat. C'est-à-dire, tout le monde doit travailler, ça c'est la grande philosophie aujourd'hui, mais il n'y a pas de plein emploi de travail de qualité. Donc il vaut mieux être un travailleur pauvre qu'un assisté. Mais donc ça baisse toute la qualité de travail et ça entraîne les travailleurs à un accroissement des travailleurs pauvres. Et donc, à son avis, le précariat est en train de remplacer carrément le salariat au fur et à mesure des années. Et alors une difficulté supplémentaire avec ce précariat, c'est que justement, ce n'est pas une classe sociale homogène. Le combat ouvrier a pu, même s'il a été dur, il a pu aboutir à des résultats parce qu'il s'agissait d'une classe très soudée. Et le précariat, par contre, comporte des ouvriers, des personnes moins qualifiées, mais aussi des personnes de la classe moyenne. On parle par exemple des intermittents du spectacle ou d'autres personnes moyennement qualifiées qui finalement se retrouvent dans ce précariat parce qu'il n'y a plus d'emploi pour tout le monde. Alors on me demande d'arrêter, donc je vais sauter mes dernières pages. Je voudrais simplement dire que quand on s'intéresse à la trajectoire des personnes, on voit bien qu'on s'intéresse à des choses fondamentales et que tous les domaines que je vous ai cités, j'aurais pu encore vous citer bien d'autres, mais je n'ai pas le temps, la culture, la vie de famille, etc., où il y a des inégalités incroyables encore aujourd'hui, tous ces domaines touchent à des droits fondamentaux finalement. Et la lutte contre la pauvreté, on a parfois l'impression qu'elle se réduit à répondre à des situations d'urgence, à faire de l'humanitaire, et c'est nécessaire sans doute, on ne peut pas laisser un sans-abri dans la rue, qu'il a un abri, etc. Mais ça ne suffit pas, parce qu'on voit que la pauvreté, c'est vraiment une atteinte aux droits fondamentaux, donc à la dignité humaine, et c'est bien ce cap de la restauration des conditions d'exercer ces droits qu'on doit poursuivre. Et c'est ça que je voulais faire pour introduire ce débat, c'est nous remettre devant l'objectif. C'est un objectif lointain, vous me direz, ça ne donne pas beaucoup d'objectifs opérationnels, peut-être, mais alors je voulais terminer sur cette comparaison. Pour ceux d'entre vous qui naviguent un peu, vous savez très bien que c'est très important de toujours savoir, de s'orienter, de savoir où est l'étoile polaire. On ne va jamais l'atteindre, on ne va jamais l'attraper, mais pour savoir, pour ne pas complètement dévier de sa trajectoire, on sait où elle est et on la suit. Et je dirais les droits fondamentaux, l'exercice des droits fondamentaux pour tous, par tous, et c'est vraiment le cap à garder et que je pense qu'on a parfois trop tendance à perdre de vue.